Bonjour à tous et bienvenue. Merci, excusez-nous pour ce petit retard. Il y a encore un invité, parce que ce sont les sociétés directes qui nous ont droit bientôt, espérons bien. Et merci déjà pour votre présence. Et je suis Ismaël Alcolea, je travaille à l'IMT Minalvi. Je suis devant vous, mais derrière la caméra, il y a toute une équipe qui fait possible ce podcast. Et espérons bien que soit le premier de toute une série d'autres contenus. Donc oui, j'ai l'honneur vraiment d'être bien entouré par des professionnels dans l'économie circulaire. Espérons que si vous êtes là, c'est parce qu'on a cette conscience et aussi pouvoir discuter de quelque chose qui est déjà important pour la société, mais aussi parce qu'il y a tout un contexte aussi professionnel. Il y a un enjeu pour les sociétés, mais aussi peut-être comme vous, des ingénieurs qui souhaitent avoir des nouvelles compétences sur l'économie circulaire. Et on va vraiment se plonger au cœur du rôle des ingénieurs dans cette transition écologique des entreprises. Donc avec moi, un collègue aussi, José-Marie Lopez-Cuesta, bienvenue. Bonjour à tous. Enseignant-chercheur depuis longtemps à l'IMT Mines. Raconte un petit peu quel est ton parcours, parce que c'est assez long. J'ai tout d'abord fait des études d'ingénieur à Grenoble, et puis ensuite j'ai fait un doctorat, et je suis venu travailler à IMT Minales comme enseignant-chercheur, et j'ai participé au montage de laboratoires de recherche, et notamment sur les matières plastiques et les composites. Et très tôt, grâce à des partenariats, nous avons commencé à travailler, et il n'y avait pas beaucoup de gens en France à l'époque qui travaillaient sur le sujet, travailler sur le thème du recyclage des matières plastiques. Et depuis, le labo a toujours travaillé sur ce thème depuis les années 90 avec des activités sur les plastiques pour les emballages, mais également les composites plus récemment, et puis les équipements électriques et électroniques avec des plastiques assez compliqués. Je me suis intéressé énormément aux problèmes d'additifs qui sont présents dans les plastiques, dont certains sont vraiment problématiques. Et tout ceci nous a conduit avec mes collègues à nous poser la question de la fin de vie des plastiques, de leur contenu et également du développement de plastiques plus durables. Ce qui fait que ça nous a amené vers des démarches d'éco-conception, d'économie circulaire, et nous avons eu l'idée de monter une formation spécifique pour des ingénieurs ou des cadres désirant développer des compétences dans ces domaines qui sont des domaines assez vastes et assez transversaux. Merci, on parlera de tout ça tout à l'heure. Et un autre collègue aussi autour de la table, donc Aurélien Mazzoni, et ingénieur-chercheur dans notre institut Clément Nader, mais aussi partie de la société HAP, c'est un incubateur aussi de l'incubateur de l'IMT Minalvi, et qui a été avec l'aide aussi de notre institut de recherche, non Rhapsody, oui, de notre labo. Et raconte aussi, toi, Aurélien, pourquoi l'économie circulaire? Raconte un peu ton histoire aussi. Alors nous, moi j'ai une thèse en sciences des matériaux aussi, et j'ai toujours été sensible à l'écologie. J'avais moi personnellement fait des choses pour tout ce qui est recyclage, et après une formation continue en management de l'innovation et en parlant avec l'incubateur, avec Loïc, et bien je suis tombé sur le projet HUB justement qui cherchait à valoriser la cendre de bois issue des chaufferies, donc la cendre de bois issue de bois brut, voilà, pas de bois de réforme. Et du coup, on s'est associé avec le porteur de projet pour arriver à valoriser la cendre intégralement, et justement avec le soutien de l'incubateur, avec le soutien du laboratoire Absolu, et aussi des autres incubateurs, parce qu'on est aussi incubé, on est suivi par le BIC Plein Sud Entreprises de Perpignan et l'incubateur de l'économie sociale et solidaire Réalis de la région, ce qui nous permet en fait d'être dans un écosystème autour de l'économie circulaire et aussi de l'impact social de l'entreprise. Et donc voilà, donc on a une implantation Tarn et Haute-Garonne aujourd'hui, mais le projet avait aussi pris son sens sur les chaufferies bois des Pyrénées-Orientales. Donc voilà, et donc je suis à mi-temps en effet sur le projet HUP. Plein de projets, c'est intéressant, on verra un peu les détails de cette mission.
sur l'économie circulaire. Et je voudrais commencer comme une première partie en sachant quels sont ces principes de l'économie circulaire. Parce que moi, personnellement, je trouve beaucoup de personnes, des ingénieurs même dans les salons, qui s'interrogent. Parce que peut-être que vous êtes aussi des personnes qui sont dans une reconversion professionnelle et qui, vous avez d'expérience professionnelle dans l'ingénierie. Et on parle beaucoup d'économie circulaire, non? Et l'idée, c'est comprendre un petit peu plus. Moi, je me mets dans la peau de personnes qui sont derrière la caméra, comprendre bien quels sont ces concepts, qu'est-ce qu'il faut savoir. On parle d'un nouveau modèle de production, mais concrètement, quels sont ces piliers de l'économie circulaire? L'économie circulaire se définit par opposition à l'économie linéaire, c'est-à-dire une économie qu'on a pratiquée depuis des dizaines d'années, dans laquelle on se préoccupe pas trop des ressources et on se préoccupe pas trop non plus de la fin de vie des produits. Et l'économie circulaire vise justement à développer des actions suivant trois domaines. Tout d'abord, le domaine de la production, le domaine des acteurs économiques, avec de l'approvisionnement durable, de la décarbonation des procédés, de l'écologie industrielle, c'est-à-dire la capacité pour des sites industriels d'interagir avec leur environnement, être aussi en mesure de favoriser l'économie du partage de la fonctionnalité. Il y a également un domaine qui est relatif à l'action des consommateurs domestiques ou industriels, en privilégiant la durée de vie des produits, la consommation responsable. Et enfin, le troisième domaine concerne la fin de vie des produits, avec la capacité de les recycler, de les valoriser, de pouvoir les reconditionner, comme par exemple des véhicules, des ordinateurs. Donc tout ceci concerne le champ de l'économie circulaire, avec de nombreuses opportunités pour développer des problématiques, des nouvelles problématiques industrielles. Donc on parle qu'il y a une partie de la éco-conception, donc dans la conception d'un produit. Durant la production, il y a des choses améliorées, et aussi à la fin de vie de produits. Et par exemple, à chaque, justement, quel est son rôle dans tous ces cycles de vie de produits? Vous êtes positionné où exactement? Nous, on est positionné à la fin de la boucle, puisque notre objectif, c'est de récupérer le déchet cendre de bois, pour arriver à la valoriser à 100%, parce qu'aujourd'hui, une grosse partie de la cendre est plutôt en valorisation et épandage agricole, mais pas valorisation 100% de produits. Nous, notre objectif, c'est de récupérer et d'en faire un produit, alors plusieurs produits, puisque il y a le premier produit qui est la lessive détergent à base de cendre, et notre objectif par la suite, c'est de mener de la R&D, c'est pour ça qu'on est accompagné dans Riabo, pour valoriser vraiment la cendre en elle-même dans des produits, puisque ça peut remplacer la chaux notamment, avec des valeurs assez élevées de pH, et des propriétés quand même du calcium dans les cendres aussi, donc de faire des nouveaux produits avec ce déchet qui tend à augmenter, puisque le nombre de chaufferies bois augmente aussi, et que l'État pousse à ce que la part de puissance installée sur les réseaux de chaleur soit de plus en plus à base de bois, entre autres parties. Et dans d'autres projets où tu vois Chap, donc tu vois d'autres opportunités aussi dans le marché, où développer votre activité, la lessive, mais aussi dans d'autres domaines, dans l'économie circulaire? Alors aujourd'hui, dans l'économie circulaire, nous, sur on va dire le produit grand public, notre objectif, c'est aussi de faire de l'économie circulaire là sur le mode de distribution pour éviter la production de déchets, justement. Donc c'est tout l'intérêt de parler aux différents acteurs, puisque il y a pas, le but c'est pas que de faire un produit qu'on va commercialiser de la même façon que ce qui a été fait depuis longtemps. C'est vraiment de repenser aussi ces modes de distribution et la conception un peu de distribution. Après, le produit, le but aussi, c'est d'avoir des implantations très locales et de distribuer local. Parce qu'en fait, on peut imaginer que la cendre de bois est sortie de la chaufferie, elle puisse être valorisée extrêmement localement et pas forcément être centralisée au niveau d'une usine au milieu de la France qui va récupérer toutes les cendres. Donc, il y a vraiment cet aspect aussi circuit court qui est important dans le projet. Et j'imagine, José Marie, que
plein d'élèves, dans l'industrie, tu as plein de contacts. Quelles sont ces dernières innovations que tu as vues, qu'on pourrait parler sur ces parties de la transition écologique? Tu es vraiment un témoin privilégié de voir tous ces nouveaux profils, mais aussi des industriels qui font cet effort-là. Tu peux raconter quelques innovations Alors, une innovation très simple, c'est ce que nous avons sur cette table. Voilà, c'est un gobelet réutilisable. Donc on a des industriels qui ont développé des plastiques qui permettent d'être réutilisés comme emballage de boissons ou de nourriture qui peuvent être réutilisés plusieurs fois. Parmi les innovations, nous avons aussi de manière continue la capacité à pouvoir analyser de manière de plus en plus précise la composition des matériaux, donc ce qui permet de pouvoir les trier de manière beaucoup plus fine et de pouvoir trouver des applications qui soient performantes. Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de décyclage, c'est-à-dire de plastique ou de matériaux qui, après être recyclés, auraient des propriétés qui seraient pas satisfaisantes. Mais aujourd'hui, on est capable, avec tout un tas d'outils, de produire des objets de seconde vie, des matériaux de seconde vie qui sont performants. Et on retrouve aujourd'hui de plus en plus aussi des biens qui sont reconditionnés. Parmi les biens reconditionnés, on peut citer des téléphones portables, des ordinateurs, des véhicules. Aujourd'hui, c'est un thème qui est totalement émergent. Et je terminerai par les emballages qui aujourd'hui sont de plus en plus intelligents, avec de nouvelles fonctionnalités et qui peuvent comporter de plus en plus de composants qui sont biosourcés, pas uniquement du papier et du carton, mais souvent des complexes qui vont présenter des propriétés très avantageuses et qui peuvent remplacer des produits basés sur des ressources fossiles. D'accord. On va donner la bienvenue à Valdelia, parce qu'il est déjà là. Merci Arnaud. Partie technique de Sono, comme ça. Okay. Donc, aussi écouter son point de vue. Bienvenue. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça a été? Enchanté. Oui, très bien. Voilà. Donc, Arnaud, merci beaucoup aussi. Donc, on est tout au début de cette partie de podcast où on parlait justement de l'économie circulaire. Quels sont ces concepts-là? Et, comme président de Valdelia, donc, je pense que c'est une occasion spéciale. Donc, expliquer à ces personnes qui nous écoutent, qui se posent la question aussi, donc un éco-organisme comme Valdelia, justement, si tu peux donner un peu ton expérience et aussi sur Valdelia. Quel est le rôle vital de Valdelia dans tout cet écosystème d'économie circulaire? Alors, du coup, c'est d'abord merci et bonjour. Excusez pour notre retard, mais les conditions de mobilité sont pas aussi simples que ce qu'on espère, y compris en Occitanie, et on voit que la transformation vers une mobilité douce peut emmener des bouchons et faire qu'on est un peu en retard, donc on s'excuse. Un éco-organisme, en fait, ça va être une pièce essentielle dans cette transformation, puisque du coup, on est bien dans un dispositif de transformation. On passe de cette économie linéaire où on va de la mine vers les produits, et puis les produits, on sait pas trop quoi en foutre, donc on les met soit en incinération, soit en décharge, vers cette économie circulaire qui est finalement cette boucle où notre matière, nos produits, vont finalement être nos matières premières secondaires pour recréer des produits. Pourquoi on dit que l'éco-organisme est une pièce essentielle? Parce que c'est une pièce qui a été inventée dans les années 80 par l'OCDE, d'abord sur un concept tout simple qui était de dire on peut pas nier que dans la valeur du produit, quand on l'achète, dans la valeur intrinsèque du produit, eh bien il va falloir qu'on vienne financer sa fin de vie. Ça, c'est le premier concept. Le deuxième concept, c'est qu'à un moment donné, quand on veut se débarrasser d'un produit, personne n'a envie de payer pour l'élimination de son produit. On le voit tous dans nos réactions du quotidien, la taxe sur les ordures ménagères, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est chère, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est chère. Et du coup, il a bien fallu trouver un dispositif de financement pour financer en fait cette transformation. Puisque du coup, qui dit transformation, dit dispositif financier pour venir transformer le modèle. Et donc l'éco-organisme, c'est quoi? Finalement, ça va être l'outil qui va servir à financer, mais pas que, mais en grande partie à financer la transformation. L'outil va servir à quoi? Il va servir en plus à se donner des objectifs et à se débarrasser finalement pour l'atteinte de ces objectifs, notamment des objectifs de recyclage. En arrivant, j'ai entendu parler de réemploi, de réutilisation, bien évidemment. Donc, l'éco-organisme ne va plus être piloté comme des entreprises classiques de traitement du déchet sur une valeur
marchande sur une capitalisation, mais elle va être pilotée en fonction d'objectifs de recyclage, de réemploi et de réutilisation. Et donc, on va venir financer tout ça grâce à de l'éco-contribution. Alors, pourquoi les éco-organismes sont importants dans la mécanique? Tout simplement parce qu'on est des structures à but non lucratif dont la responsabilité porte sur les épaules des metteurs en marché. Et donc, on va venir les obliger, quelque part, à financer, mais aussi à transformer le modèle. Quelles sont ces dernières missions, Valdélia, aujourd'hui? Vous êtes en quoi? Quels sont ces projets actuels? Alors Valdélia, en fait, on est dans plein de projets. c'est ça qui est rigolo. Et du coup, on est très heureux de pouvoir échanger avec tous ces jeunes qui veulent s'orienter vers cette économie circulaire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en plein mouvement. Alors, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on travaille à cette transformation. Première étape, capter les gisements. Puisque le premier sujet, en fait, c'est d'être sûr, si on veut développer une industrie pérenne, première étape, c'est être sûr finalement que les gisements vont être à disposition des industriels qui, eux, vont investir soit sur des dispositifs de séparation des matières, hein, ces fameux mineurs, on a des outils qui sont très proches de ceux de la mine quand on va venir créer cette matière première secondaire, soit les industriels qui vont la consommer. Et donc la première mission, c'est bien de finalement s'assurer que les gisements vont bien aller vers les dispositifs de recyclage. La deuxième mission, c'est de développer et d'accompagner en fait le développement des dispositifs de recyclage, et notamment en venant financer des programmes de recherche et développement avec différents metteurs en marché, mais aussi différentes institutions, différentes écoles, etc. La troisième mission, qui est importante, c'est le développement du réemploi et de la réutilisation, puisque du coup, cette sobriété qu'on appelle tous de nos voeux passera forcément, nous on parle pas de décroissance parce que c'est pas notre sujet, mais par une intermédiation avec le réemploi et la réutilisation. On peut continuer à avoir de la croissance en ayant effectivement un dispositif de réemploi et de réutilisation qui vient soutenir cette croissance supportable. Et enfin, dernier sujet qui fait partie de nos missions, c'est la communication. S'assurer que petit à petit, les gestes vont changer, les gestes de tri, mais aussi les achats responsables. Et la conscience, on est de plus en plus conscient de cette transition écologique, mais il y a aussi une partie juridique. Quel est ce contexte aujourd'hui en France, en Europe? Les sociétés aujourd'hui, pour cette transition écologique, ils font face à quoi? Quel est ce contexte aujourd'hui? Alors, on trouve un contexte réglementaire qui découle d'un certain nombre de lois, et principalement la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, qui donne un cadre avec une évolution progressive vers des matériaux qui ne seront plus jetables, comme des plastiques par exemple, qui permet de favoriser le réemploi des matières premières secondaires dont on vient de parler. Et puis nous avons aussi un cadre réglementaire européen qui se met en place avec un plan vert pour l'économie circulaire. On va retrouver un certain nombre de grands thèmes dans la feuille de route qui sont communs avec la loi AGEC. Et tout ceci est en train de se mettre en place depuis maintenant depuis 4 ans, puisque tout ceci date de 2020. Donc là, actuellement, on assiste à une transformation très importante dans le domaine industriel et également l'émergence de nouveaux acteurs et puis de volumes croissants en termes de matières premières secondaires qui vont être de plus en plus performantes en termes de qualité et également elles seront certifiées pour pouvoir les exporter de façon à ce que on puisse amorcer des cercles vertueux. On parle d'économie circulaire, mais il faut que cette économie circulaire soit vertueuse. Et c'est efficace? Vous pensez, c'est une question ouverte, sur toutes ces lois, etc., commencent à être efficaces, les industriels commencent un peu à s'adapter? Non, c'est difficile, il faut encore plus de financement, des motivations, c'est quoi? C'est ouvert, c'est ouvert. Du coup, donc, alors assez rapidement, la loi, elle est toujours efficace puisque du coup, la loi, elle est intéressante, comme on vient de le dire. Il y a une accélération des dispositifs réglementaires et il y a surtout quelques bonnes idées. Cette loi AGEC, elle est magique en fait. Mais du coup, comme tout changement, vous savez, c'est la fameuse théorie. Pour ranger ta chambre, il faut que tu sortes tout le bordel dehors. Donc, avant de ranger, en fait, on fout le bordel dehors. Là, on arrive au même niveau. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place cette économie circulaire, forcément, on a un certain nombre de réactions d'industriels qui sont des réactions épidermiques. Pourquoi on vient m'emmerder avec cette loi? Pourquoi on vient me changer mes habitudes, etc., etc. Donc,
Ces lois, elles sont efficaces, elles montrent effectivement, comme on vient de le dire, un véritable changement dans notre façon de consommer, de construire. Il y a un point hyper important, on parlait de la matière première secondaire, le préambule de la loi AGEC précise que pour créer des nouveaux produits, petit à petit, on va avoir l'obligation d'intégrer de plus en plus de matières premières secondaires à l'intérieur, ce qui ouvre en fait des possibilités pour tous les recycleurs qui se sont montés, etc. Forcément, il y a des réticences, forcément, c'est compliqué pour les entreprises, mais c'est là où il va falloir qu'on ait de la jeunesse, qu'on ait des ingénieurs qui sont formés pour venir en fait accompagner cette transformation, parce que comme toute transformation, elle est complexe. Exact. Et l'idée, c'est ça. Donc, on a un contexte, il y a tous ces nouveaux concepts, toutes ces compétences. Quelles sont quelles compétences, nouvelles compétences ont besoin les ingénieurs d'aujourd'hui, justement, pour faire face à cette transition? C'est une question ouverte. On va trouver des compétences dans les domaines, différentes familles de matériaux, puisque on a un certain nombre d'objets manufacturés qui arrivent en fin de vie. Il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir, après des traitements de désassemblage ou de broyage, être capable de maîtriser ce qui est obtenu à l'issue de tri souvent complexes. Donc il y a des compétences dans le domaine des procédés, mais on ne va pas se limiter uniquement à des connaissances scientifiques ou technologiques. Il faut aussi acquérir des compétences sur de l'évaluation environnementale de produits, acquérir aussi des compétences sur l'environnement socio-économique, le comportement des acteurs domestiques, industriels, la connaissance des filières, les politiques publiques. Et puis l'activité des éco-organismes qui aujourd'hui deviennent des acteurs de plus en plus incontournables du panorama de l'économie circulaire. Ce qui fait que aujourd'hui une formation dans le domaine de l'économie circulaire doit prendre en compte tous ces aspects, à la fois des aspects scientifiques, technologiques, avec des technologies émergentes qui jusqu'à présent n'étaient pas présente, puisque on développe de nouveaux outils avec des domaines qui sont des domaines technologiques transversaux. Et il est absolument nécessaire de maîtriser des problématiques d'évaluation environnementale, de matériaux et de procédés, donc ce qui jusqu'à présent était peu enseigné dans des écoles d'ingénieurs. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau champ d'action pour les formateurs et de nouvelles opportunités pour les personnes qui sont diplômées de nouvelles formations et notamment celles que l'on développe. Quelle est la réponse à cette question, Arnaud? On a dit révolution industrielle, ingénieur avec cette spécialisation, c'est la clé pour les entreprises. Dans quel sens? Alors, c'est la clé pour les entreprises parce qu'il est important d'avoir des ingénieurs qui changent le logiciel. C'est-à-dire que un des sujets qu'on a maintenant depuis une trentaine d'années, c'est qu'on crée de la matière première secondaire, mais personne ne veut l'utiliser parce que les référentiels entre la matière première secondaire et la matière première classique qu'on exploite depuis plus d'une centaine d'années, je pense notamment aux métaux, etc., sont pas les mêmes. Forcément, il y a des points de différence. Et pendant 30 ans, on a cherché en fait à avoir une matière première secondaire qui répondait aux mêmes normes que les normes de matières premières issues de la mine. Et on se fourvoyait parce que forcément, une fois qu'on a eu une première vie, une deuxième vie, forcément, en fait, la structure même de la matière a changé. Et donc, c'est important pour nous d'avoir des ingénieurs qui reviennent aux fondamentaux et qui reviennent en fait au questionnement qui est de dire quelles sont les attentes que je peux avoir par rapport aux matériaux que je vais utiliser pour la construction de tel ou tel produit. Donc ça, c'est le premier sujet. Mais comme on vient de le dire, on a surtout besoin d'ingénieurs qui sont finalement un peu transversaux, parce que il y a besoin en fait d'avoir des gens qui vont pouvoir accompagner les entreprises. Un des sujets qui est important, c'est bien cette idée de dire que notre objectif, c'est aussi de recycler, de réemployer les industriels qui existent aujourd'hui. C'est pas de les remplacer, c'est pas de fermer en fait toutes les usines de fabrication d'automobiles pour les remplacer par des usines de voitures électriques, c'est bien justement d'amener cette transformation. Donc on a besoin d'avoir vraiment des ingénieurs qui sont transversaux. Certes, nous, notre orientation ici, dans ce programme-là, c'est une orientation matériaux, mais avec bien évidemment des connotations complémentaires pour accompagner au mieux des chefs d'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent être complètement désarçonnés par une réglementation qui augmente et qui finalement est révolutionnaire.
Ok. Parce que justement, selon les sites de gouvernement et stratégie.gouv, les secteurs de l'économie circulaire pourraient générer en Europe 2 millions d'emplois supplémentaires d'ici à 2030. De côté start-up, est-ce que c'est vrai? Dans l'innovation, c'est vrai, il y a de l'emploi pour les ingénieurs dans l'économie circulaire? De toute façon, oui, il y aura de l'emploi. Après, pareil, il faut trouver le marché, donc c'est toujours un peu le même problématique qu'une entreprise classique. Après, c'est vrai qu'il y a des points aujourd'hui qui sont plus difficiles à mettre en œuvre, parce qu'en effet, comme on parlait sur les analyses de cycle de vie, sur des façons de penser les produits, c'est clair qu'il y a des choses. Nous aujourd'hui, on le découvre, puisque voilà, j'ai pas fait de diplôme en dans la recherche, dans l'innovation, pour les panneaux. Voilà, mais sauf qu'il y a tout à réinventer, il y a les normes à déplacer aussi, c'est ce qu'on disait. Donc c'est vrai que d'avoir des formations liées à des labos de recherche et à des industriels qui connaissent le secteur, mais ça permet aussi d'avancer plus vite sur certains aspects, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer, notamment voilà, sur l'utilisation comment on incorpore des produits qui peuvent être réformés dans la matière première, et en effet ça c'est pas évident. Donc c'est clair que il y a plein de nouveaux métiers à créer autour de ça. Et le côté Léa, qui c'est comme organisme, éco-organisme, voilà, un témoin, on va dire, privilégié, c'est vrai, dans l'industrie, en France, en Europe, il y a cette opportunité d'emploi pour les ingénieurs spécialisés en économie circulaire. En fait, il y a un véritable marché effectivement de l'emploi autour de cette économie circulaire, bien évidemment. Oui, dans les éco-organismes déjà en premier lieu, puisque comme je vous l'ai dit, on accompagne la recherche, on accompagne en fait l'innovation, et donc on va accompagner nos metteurs en marché dans cette transformation. Donc déjà chez nous, il y a des jobs à prendre, et il y a de plus en plus d'éco-organismes, il y a de plus en plus de filières qui se structurent. Vous parliez tout à l'heure du nombre d'emplois. Si on va sur France Stratégie, on voit en fait que le chiffre d'affaires prévisionnel des éco-organismes, aujourd'hui, c'est moins d'1 milliard d'euros. Dans 10 ans, en fait, il est prévu à pratiquement 7 à 8 milliards d'euros en fait de chiffre d'affaires généré par les éco-organismes pour conduire. Donc, ça nous demandera effectivement un certain nombre d'ingénieurs. Mais revenons aux fondamentaux, puisque nous, on est très attachés en fait à l'industrie. On a la chance de piloter des filières pour lesquelles on s'appuie sur des PME, PMI qui sont des PME, PMI françaises. 80% des metteurs en marché de mobilier à destination du professionnel sont françaises, et les 20% restantes sont généralement européennes. Eh bien, ces gens-là ont besoin d'être accompagnés. Quand on parle par exemple du panneau particule, ce panneau particule, c'est un dispositif dans lequel on va essayer de mettre de plus en plus de bois recyclé à l'intérieur, et on a besoin d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin en fait de changement de technologie, on a besoin de changement de référentiel mécanique, chimique, et on a besoin effectivement de venir convaincre aussi les acheteurs d'utiliser ces produits-là. Donc il y a un champ de réinvention qui est, à mon avis, énorme. On a l'exemple d'Achap qui font de la lessive, etc., à travers de production cendre, et d'autres exemples d'innovation. Peut-être ça vous a plu dernièrement, des prises qui font cette transition, quelques projets justement pour donner un peu de l'inspiration à ceux qui nous écoutent. Vous avez peut-être quelques projets spécifiques. Il y en a un, Woody, que je connais. Ah oui, alors par exemple, nous pouvons citer Woody qui développe des formulations de plastique recyclé pour le bâtiment. Et donc Boudi est une entreprise qui est issue de l'incubateur de Minales, et doublement puisque donc son créateur avait déjà été dans l'incubateur. Alors nous avons également d'autres sociétés qui ont développé des innovations dans le domaine des matériaux recyclés, particulièrement les plastiques, puisque c'est notre champ de compétences. Nous avons beaucoup travaillé sur des problématiques de tri de matières plastiques, ce qui fait que nous avons contribué à l'émergence de nouveaux types de machines de tri automatique, qui permettent aujourd'hui de trier des objets de très très petite taille. Donc nous avons donc travaillé avec Pelinx Selective Technology, qui d'ailleurs est on va dire d'une société qui intervient dans le master primaire. Donc on parle des contextes, on parle des nouvelles compétences justement, et c'est pour ça qu'il y a une réponse. Donc Valdélia, Yemtemin Alès, mais Yemtemin Albi.
ils ont créé une formation justement pour donner ces compétences aujourd'hui à ces personnes qui sont soit dans la fin d'études peut-être ou dans une reconversion professionnelle, des personnes qui ont déjà tout un parcours et qui se disent est-ce que là vraiment il y a une opportunité. Et donc la réponse c'était un master spécialisé, PRINEC, pour l'économie circulaire. Et quel était le pourquoi, un peu l'inspiration ensemble de faire justement ces programmes-là et qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'une personne qui peut nous écouter, un ingénieur, une base scientifique, qu'est-ce qu'il va trouver dans cette formation? Alors, à l'origine, on a surtout les activités de recherche des centres de recherche des deux écoles, Minalbi et Minales, qui travaillent sur à la fois le recyclage des plastiques, mais également des nouveaux types de béton bas carbone, la valorisation de la biomasse. Donc, ce sont des thèmes qui ont été développés dans les laboratoires des deux écoles, ce qui fait que nous étions des partenaires totalement légitimes pour nous lancer dans cette opération de master spécialisé. Et en plus, avec l'opportunité de travailler avec Valdelia, qui a des compétences spécifiques pour certains, on va dire, matériaux en fin de vie, donc particulièrement le bois, qui est on va dire un matériau en émergence, en fort développement aujourd'hui, avec notamment des nouveaux types de matériaux bois qui émergent dans la construction. Donc là, on avait véritablement une fenêtre qui nous permettait de nous lancer. Alors que trouve-t-on dans le master PRINEC? On va trouver des unités d'enseignement qui sont plus basiques sur les matériaux et les procédés, mais les matériaux sont vus aussi suivant leur chaîne de valeur par rapport à des applications dans le domaine de la construction, dans le domaine des transports notamment. Dans le master, on va aussi trouver des modules sur les procédés. Alors les procédés de fin de vie qui s'appliquent à la fin de vie des matériaux. On a parlé de tri, identification, mais également réutilisation, valorisation énergétique. Et tout ceci est associé à des approches qui sont des approches à caractère environnemental et socio-économique, avec de l'évaluation environnementale. On a parlé tout à l'heure d'analyse cycle de vie, mais également il y a toute l'approche réglementaire qui est décrite, l'activité des éco-organismes, et puis toute une partie du cursus est aussi consacrée aux politiques publiques menées à différentes échelles, et particulièrement au niveau des régions, et la région Occitanie est un très bon modèle dans ce domaine-là par rapport à des actions en faveur de l'économie circulaire. Parce qu'il y a encore quelques places. La fin de mars, il y aura encore notre jury, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. On vous dira davantage des informations sur ces masters spécialisés, que ça se passe. La rentrée, c'est à septembre 2024, donc ce sont 6 mois, non? Quel est un peu le schéma de cette formation? Alors, cette formation débute par des enseignements réalisés par des personnels académiques, mais également par des professionnels, puisque nous avons 40% des enseignements qui sont réalisés par des professionnels de l'industrie, mais également on va trouver des personnes qui travaillent dans des organismes, collectivités locales, des éco-organismes, comme mon voisin. Nous avons également par la suite des visites qui sont organisées dans le cursus, des entreprises qui sont orientées vers des problématiques de tri, des problématiques également de développement de nouveaux matériaux. Nous avons par la suite un projet laboratoire qui est réalisé dans les 2 centres de recherche, donc sur Albi et sur Alès, à l'Institut Clément Ader et Rhapsody sur Albi, sur le centre des matériaux à Alès. Et le cursus se termine par un stage en entreprise, donc qui se déroule sur 6 mois, ce qui fait que la formation dure 1 an. Donc voilà, on voudrait justement laisser
la partie finale pour ceux qui sont là et à poser des questions. Il y a une opportunité de marché, il y a une opportunité dans le sens, il y a un besoin en France et en Europe, mais pas que, parce que peut-être parmi ceux qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont hors l'Union européenne, ils se posent la question aussi, qu'est-ce qui se passe en Europe, mais ça va arriver aussi dans le monde entier. C'est une conscience que besoin au niveau mondial. Et je voudrais justement laisser l'opportunité à ceux qui sont là, profitez bien à cette panel d'experts pour répondre à vos questions et vos inquiétudes, etc. sur l'économie circulaire, etc. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'aimerais juste intervenir parce que moi, je pense qu'il ne faut pas non plus. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est surtout sur l'importance aussi des nouveaux profils qui arrivent, sur le fait de pouvoir apporter un nouveau regard sur des industries qui existent déjà. En fait, par exemple, nous aujourd'hui, sur la thématique, on récupère des cendres. Ça peut paraître simple en fait de faire de brûler du bois pour obtenir de la chaleur, mais aujourd'hui, une chaudière qui est mal réglée va consommer plus de bois aussi. Et donc, nous, en fait, si on considère que la cendre, elle n'est pas la caractéristique qui vaut bien et pour la lessive et pour la valorisation derrière, on peut aussi apporter des conseils pour améliorer et expliquer que la chaufferie, elle est pas forcément aux performances optimales et qu'il y a peut-être des améliorations à apporter. Et donc, derrière, ça joue aussi sur la consommation de bois. Et qui dit moins de consommation de bois, dit aussi moins de pollution, derrière, moins de... sur le traitement et tout ça. Et donc, je pense que sur l'aspect économie circulaire, il n'y a pas que de se dire on va essayer de réutiliser au maximum, mais il y a aussi de se dire à un moment donné comment on peut produire mieux. Et je trouve que ces formations-là sur les aspects réflexion sur le cycle de vie, sur l'éco-conception et comme tu l'as dit, sur la valeur ajoutée, le cycle de vie, est importante parce que c'est pas que de repenser en utilisant un déchet, mais c'est aussi à un moment donné penser à produire moins de déchets et donc améliorer certains process. Tout à fait. Dans tous les processus, il y a peut-être qui s'intéressent à la conception. Donc déjà, comment innover pour créer des nouveaux produits, ceux qui vont changer la façon dont on produit aujourd'hui. Et justement, c'est qu'il y a la fin du produit, comment... Exactement. Non, c'est ça. Il faut que l'éco-conception soit articulée avec la fin de vie. Une grande industrielle aujourd'hui, un gros industriel en France, elle a besoin, avec tous ces soucis actuels, de les remettre en circulaire. Et ça nécessite, vous avez déjà nommé, donc tout un nouveau processus, mais comprendre bien le matériau depuis le début, comment on va le réutiliser, si on doit, je pense que c'est obligatoire, non, de fabriquer déjà avec des composants déjà recyclés, si je ne vais pas te bêtises. On doit réintégrer de plus en plus de matières recyclées dans des nouveaux produits. Donc ça commence à être une donnée réglementaire, avec certainement un durcissement dans l'avenir, en termes de taux de réincorporation. Voilà. Donc n'hésite pas, ceux qui sont derrière la caméra, bien sûr, à tous nos auditeurs, à nous poser des questions, pas à moi, à tous ces professionnels. Il y a des questions? Alors, je vais m'ouvrir. Il y a une question de comment les entreprises peuvent-elles mesurer et évaluer leur impact environnemental lorsqu'ils adoptent des pratiques d'économie circulaire? Comment on mesure ça, en fait? Qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a des mesures standards, non Alors, il y a plein de mesures et il va y avoir de plus en plus de mesures, puisque du coup, on n'a pas parlé d'un sujet qui va accélérer en fait tous nos processus. Enfin, on en a parlé rapidement, c'est la trajectoire en fait de décarbonation. On en parle beaucoup en fait dans le bâtiment. Dans le bâtiment, il y a beaucoup de matériaux sur lesquels on demande en fait un maximum de décarbonation. Il y a aussi une grosse réglementation européenne que les entreprises ont pas encore vu, qui s'appelle la CSRD, sur laquelle on va demander en fait aux entreprises de bien montrer patte blanche sur un certain nombre d'axes, et notamment l'intégration des matières premières secondaires dans la fabrication de leurs produits, qui va permettre en fait, via la décarbonation, de démontrer en fait que petit à petit, en fait, on a des dispositifs environnementaux qui sont viables. Donc, les premiers indicateurs, c'est effectivement, finalement, ces quantités de matières premières secondaires qui vont être inclus dans les nouveaux matériaux. Il y a plein de réglementations sur les affichages environnementaux qui arrivent produit par produit, qui vont se développer aussi. Et donc, ça, c'est, on va dire, l'indicateur le plus simple. Mais après, monsieur l'a dit, il y a aussi tout ce qui est consommation d'énergie qui va être scruté, qui va être analysé avec ces objectifs de réduction en fait de la consommation, notamment des énergies fossiles, pour développer cette économie circulaire. Et puis pour finir, en fait, il y a tous les impacts environnementaux classiques
qui sont notamment le respect de la biodiversité. On n'en parle pas suffisamment, on n'en parle pas dans cette formation-là, mais ça fait partie des sujets qui vont être aussi mesurés. Hein. Vous avez notamment tous les dispositifs autour de la nouvelle réglementation sur la zéro artificialisation nette des sols, qui va venir effectivement impacter la constructibilité, notamment des dispositifs industriels. Et donc, tout ça, ça va rentrer dans les indicateurs. Et peut-être que le point clé pour bien comprendre en fait la révolution qui est en train de se préparer, parce que c'est vrai qu'on est, alors nous on est un peu sachant, on regarde un peu ce qui se passe dans la loi, etc. C'est notre job de prendre la réglementation et puis d'expliquer aux industriels, attention, attention, il y a ces dispositifs qui vont arriver. En fait, là où le législateur européen et français essaye vraiment d'accélérer les choses, c'est via en fait les dispositifs financiers. C'est-à-dire qu'on touche à la bourse, et comme on touche à la bourse, forcément, les dispositifs vont devoir en fait être changés. Je le redis, toute la réglementation sur ce qu'on appelle la réglementation CSRD, qui va imposer en fait aux entreprises d'avoir un certain nombre d'indicateurs autour de données environnementales, va impacter directement la capacité d'emprunt des entreprises. C'est-à-dire que demain, vous ne pourrez plus emprunter si vous n'avez pas démontré via ces indicateurs CSRD que vous êtes plutôt fiable en termes d'environnement. Parfait, il y a aussi une question qui est intéressante. Il dit « Bonjour, vous n'avez pas beaucoup parlé de l'économie circulaire dans l'agricole, donc l'économie circulaire agricole. » Et il dit aussi « Je pense que par exemple, un projet de recyclage de l'urine sur Bordeaux, en lien avec la disparition de l'engrais chimique. » Qu'est-ce qu'on peut sur la partie agro? Alors sur la partie agro, il y a un enseignement qui concerne les ressources renouvelables et qui concerne notamment le bois, la filière du bois et les fibres naturelles. Donc c'est surtout vu par cet angle-là. Hein. On travaille aussi, et ça je le précisais, à l'aise sur tout ce qui est biocomposite, avec une plateforme qui s'appelle Mocabio. Donc, nous sommes en rapport avec un certain nombre d'acteurs de la filière agricole pour valoriser des nouveaux types de ressources, également de déchets agricoles, avec l'intention de pouvoir développer des nouveaux matériaux, par exemple dans le domaine du bâtiment. Donc c'est bien un thème qui est couvert dans le cadre du master. Juste pour un peu casser les esprits aussi, hein, parce que du coup, faut vraiment être en capacité de se projeter. Monsieur l'a dit tout à l'heure, on cherche aussi à créer des profils qui vont ne rien s'interdire. Hein. On l'a dit en 68, mais on le redit aujourd'hui, il est interdit d'interdire. Typiquement, sur le lien entre le déchet et l'agricole, on a mené des études sur la capacité en fait de récupérer les plaques de plâtre, hein, des fameuses plaques de BA13, de les traiter, de récupérer le gypse et de venir en fait utiliser le gypse en amendement pour remonter en fait les degrés alcalins du sol. Donc c'est des sujets comme ça sur lesquels nous en tant qu'éco-organisme on va venir financer des projets de recherche, des projets d'études, et sur lesquels on a besoin d'avoir justement les esprits formés par le PRINEC, avec cette capacité de dire mais en fait moi je ne vois pas un déchet, je vois une matière première secondaire qu'il va falloir que je vienne exploiter, et c'est bien pour ça qu'on s'adresse à des mineurs. Ok, il y a d'autres questions? Peut-être en attendant, un peu parler de la synergie, parce que du coup on est aussi sur un territoire qui est un territoire d'exception, l'Occitanie, sur lequel l'économie circulaire en fait, et c'est pour ça que nous, Valdelia, on est un opérateur national, bien évidemment, mais on s'est installé en Occitanie il y a maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, avec cette volonté de trouver un territoire, puisque la plupart des éco-organismes en fait sont en Île-de-France, hein, même tous les éco-organismes sauf Valdelia. Valdelia a décidé il y a quelques années de ça en fait de venir justement sur les territoires, parce que il y a un des sujets qui va être important, c'est que cette économie circulaire, elle est d'abord territoriale. Et peut-être quelque chose qui peut faire peur aux nouvelles générations, c'est cette idée en fait de oh là là, mais si je veux faire des choses bien, il va falloir que j'aille à Paris. Du coup, c'est plus vrai. Et cette économie circulaire, en fait, elle nous permet vraiment de retrouver des emplois de qualité et des emplois sur lesquels on peut transformer, changer le monde ici sur nos territoires, et particulièrement en Occitanie. Et c'est pour ça que nous, on est particulièrement heureux d'avoir cet accompagnement sur ce master PRINEC, parce que on est vraiment à l'échelle du territoire occitan. On est vraiment sur deux écoles
enfin une seule école, mais avec 2 sites qui sont en proximité de nous, notre siège, là où on va mener tous les travaux de recherche. Et donc, cette implication en plus de la région sur toutes ces questions d'économie circulaire est porteuse de sens. Vous parliez tout à l'heure de différents projets. Oui, il y a différents projets sur tout le territoire qui sont portés, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur le déchet, que ce soit sur l'air, mais qui sont portés par la région pour faire de l'Occitanie une des régions les plus, les plus favorables au développement de ces dispositifs d'économie circulaire. Et on voit que l'accompagnement aux entreprises, aux industriels pour cette transformation est particulièrement active ici en Occitanie. Nous, on a une vision nationale, territoire ultramarin compris. Et c'est vrai que le fait de positionner et d'accompagner les mines dans ce dispositif PRINEC, pour nous, c'est devenu une évidence parce qu'il y a aussi l'implantation occitane. Il y a aussi un commentaire sur la partie, sur les volets sociaux, l'acceptation de cet échangement. Par exemple, à Chap, vous vendez cette lessive qui est écologique en elle-même, avec les circuits. Tu sens ça vraiment que le marché commence, les consommateurs on peut être conscient de ça, donc ils s'apprécient ça, ces produits par rapport à l'autre produit de bon marché, par exemple. On voit aussi ces côtés sociaux, mais non seulement on voit les produits, mais commençons par ça en fait. Alors l'acceptation en effet se fait de plus en plus facilement. Et après, alors nous ce qu'on cherche à faire quand même, c'est aussi de casser l'école, justement de se dire c'est un produit naturel ou recyclé, du coup ça va coûter plus cher. Nous l'objectif c'est aussi d'arriver sur un prix du marché où que ce soit abordable pour tous, quoi. En fait, il y a aussi ça, c'est qu'en effet l'aspect social, si on veut que ce soit acceptable par tous, c'est qu'il va falloir le rendre accessible à un maximum de gens. Et donc en effet c'est aussi l'intérêt des incubateurs type Habicité Plus, c'est que nous on a cette vision qu'on veut conserver justement dans l'économie circulaire. Il faut forcément avoir pour moi en tout cas et pour nous dans le projet, c'est cette dimension sociale qui est importante. Donc, il y a cet enjeu aussi des rentabilités, non, Juste sur l'acceptation sociale, en fait, c'est un vrai sujet de transformation. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant et c'est pour ça que les ingénieurs et les différents personnels qu'on va former, c'est des gens qui doivent vraiment être multicritères et qui ont cette capacité à vraiment accompagner l'acceptation sociale. Parce qu'on pense que c'est gagné, mais non, on est sur un territoire hyper fragile. On l'a dit, il y a la question du prix. Faire du réemploi, de la réutilisation, du recyclage, si on veut le faire comme il faut, c'est pas moins cher. Loin s'en faut. C'est pas plus cher non plus. Mais effectivement, il y a cette vieille habitude. Alors nous, on est très spécialisé sur le mobilier, mais il y a cette vieille habitude de dire, mais en fait, le truc que je vais récupérer à la brocante, c'est moins cher, etc. Donc forcément, quand on veut équiper un dispositif avec, par exemple, des mobiliers de réemploi, de réutilisation, on me dit, oh là là, mais c'est pas moins cher que du neuf. Ben non, c'est pas moins cher que du neuf parce que il y a toute la partie logistique, il y a la partie remise en état, mais il y a aussi la partie accompagnement social. Et on utilise, et c'est pour ça que j'insiste sur le côté territorial en fait de l'économie circulaire, on va utiliser aussi pas mal d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, parce que un des avantages de cette économie circulaire, vous avez parlé du nombre d'emplois qu'elle va développer, c'est que cette économie circulaire, c'est une des économies les moins délocalisables au monde. Et ça, c'est dans l'appréciation finalement sociale, dans l'acceptation sociale, c'est des choses qu'on doit développer, c'est des choses qu'on doit montrer encore plus. Ce sont des produits qui sont fabriqués sur nos territoires, en proximité, avec peu de délocalisation. Et ça, c'est ce qui fait peut-être qu'on est sur des prix qui sont pas moins chers, qui sont pas plus chers non plus, mais qui, d'un point de vue impact local, vous savez, il y avait ces vieilles phrases qui étaient mes achats sont mes emplois. Là, typiquement, quand on achète des produits finalement qui proviennent de l'économie circulaire, on en est sûr. Aujourd'hui, on ne fabrique pas des produits avec des matières premières secondaires, qui viennent de 10, 15, 20 000 kilomètres. On ne peut les fabriquer que avec des produits de proximité. Ça, c'est un véritable enjeu, y compris pour le maintien de nos emplois sur nos territoires. Et vous voyez que dans cette relocalisation en France, justement, le consommateur accepte de plus en plus ça, ou c'est encore lent, c'est encore un chemin à parcourir? Alors, pour être très franc avec vous, moi, ça fait 25 ans que je fais du déchet. Il y a 25 ans, quand on utilisait des matières premières secondaires pour refabriquer des produits, parce que ça existait, par exemple, sur les produits ferreux, non ferreux, surtout, il fallait pas le dire. On avait une vieille blague dans le mobilier, c'est si vous achetez des mobiliers italiens, en fait, c'est de la merde parce que la moitié du mobilier est fabriqué à partir de déchets de bois, et donc ce fameux panneau particule, il est moins solide puisque ça vient du déchet.
aujourd'hui, c'est un véritable argument de vente que de dire aujourd'hui mon panneau particule, il est fabriqué à partir de 60% de bois déchet. Et donc ça devient finalement quelque chose qui est hype, comme disent les jeunes, et qui rend le produit encore plus vendable. Et cette transformation des mentalités, effectivement, certains la considèrent comme acquise. Nous, en tout cas, chez Valea, on la considère comme fragile. Et c'est pour ça que on fait, je vous l'ai dit, dans nos missions, énormément de communication pour être sûr qu'on est vraiment sur des dispositifs qui vont s'ancrer dans le temps. Un produit fabriqué avec des matières premières secondaires est un produit d'aussi bonne qualité qu'un produit issu de matières premières extraits de notre terre. Et c'est bien l'objectif de ce dispositif de formation que d'assurer en fait aux consommateurs une qualité de produit parce qu'ils ont été conçus par des ingénieurs qui ont cette connaissance des matériaux, cette connaissance de la réglementation et cette connaissance finalement multicritère de ce qu'il faut pour faire un produit de qualité. Il y a aussi une question un peu d'orientation plutôt, parce qu'il y a des questions de tendances émergentes dans les domaines des matériaux durables et recyclables, et comment puis-je m'impliquer dans la recherche ou l'innovation dans ces domaines en tant qu'étudiante en cycle ingénieur? Alors, ce qu'on rencontre aujourd'hui comme matériaux émergents sont les matériaux qui sont biosourcés ou qui contiennent des matières premières secondaires ou biosourcées. Donc on peut en citer quelques-unes. Donc, tous ces plastiques qui sont aujourd'hui biosourcés, qui sont synthétisés par des bactéries, qui proviennent de la fermentation de sucre, ils sont appelés à se développer davantage, ainsi que des biocomposites, donc ces plastiques qui vont contenir des fibres naturelles. Mais on a aussi aujourd'hui, parmi les produits qui sont à même de se développer, ce sont des plastiques techniques qui peuvent être récupérés par des filières de recyclage, régénération, qui se sont mises en place ces dernières années et qui permettent de pouvoir plus facilement reconditionner des produits avec des composants qui sont des composants régénérés. Donc aujourd'hui, nous avons des matières premières de seconde vie qui sont à haute performance et qui peuvent être combinés avec des produits qui sont de première fabrication dans des assemblages qui sont plus ou moins complexes, mais dont l'éco-conception va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, articulée avec la fin de vie. Il y a aussi une petite question, moi aussi je me la pose, donc je suis ignorant total, et c'est est-ce que c'est possible de recycler un matériau déjà recyclé? Oui. Et si on prend le plastique comme exemple, est-ce qu'il y a une limite des processus de recyclage? Alors ça c'est un thème qui me préoccupe particulièrement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé sur les plastiques recyclés. Il est possible, mais pour les métaux, on va trouver des problématiques similaires. Il ne faut pas s'imaginer que les métaux sont recyclables indéfiniment sans qu'on intervienne. Si on n'intervient pas, il est clair que ces plastiques vont avoir des propriétés qui sont de plus en plus catastrophiques lorsqu'on va les refondre et on va les retransformer. Mais aujourd'hui, il existe un certain nombre d'additifs, il existe des procédés qui permettent de recycler plusieurs fois des matières plastiques. Et je vais donner un exemple qui concerne des travaux de recherche récents. Nous avons recyclé des biocomposites constitués de PLA et de fibres de lin plusieurs fois, sans qu'il y ait des pertes notables de propriétés. Alors c'est en plus un polymère qui est biosourcé, biodégradable. Le tout est de prendre des précautions et d'utiliser un certain nombre d'additifs qui permettent de maintenir les propriétés. Donc on a aujourd'hui, on est bien loin du potentiel que peuvent apporter les plastiques si on les recycle plusieurs fois, et c'est à même de pouvoir limiter la croissance de l'utilisation des plastiques si on est capable de les maintenir lors des opérations de recyclage en termes de performance. C'est intéressant. Je pense qu'on est déjà arrivé à la fin de notre temps. S'il n'y a plus de questions, de toute façon, sachez que cette podcast restera disponible. Mais n'hésitez pas, si vous avez encore les dernières questions, à nos experts. Cette thématique elle est vraiment fascinante.
J'ai une question moi sur le Bien sûr. master Prinec. Est-ce qu'il est en anglais ou il est Non, il est francophone. Hein. C'est un master francophone. Il peut y avoir des conférences en langue anglaise par des intervenants non francophones, mais globalement, il est francophone. Alors, en plus, il y a des vacataires, il y a des professionnels qui enseignent aussi. Voilà, tout est enseigné en français. Alors, dans l'avenir, on peut imaginer une version non francophone. C'est tout à fait envisageable. Le recrutement est ouvert, Europe, monde. Alors, le recrutement est ouvert à l'international, bien sûr. Pour venir en France, il faudra mettre en œuvre une procédure de demande de visa pour certains pays. Donc, parmi les internationaux qui nous écoutent, bien sûr, hein, on a vraiment un campus très international, c'est vrai, parmi nos élèves. Donc, au contraire, parce qu'il y a qui s'intéressent, voir cet développement qui se passe en Europe, etc., et qui après s'applique, pourquoi pas, dans leurs pays d'origine. Donc, c'est tout à fait possible. Nous avons des intervenants étrangers qui enseignent en français dans le master. Parfait. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vous remercier. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Et merci. J'espère que aussi que les personnes vont apprécier et qu'ils vont apprécier aussi ces contenus. Et peut-être c'est le premier épisode d'une série qui viendra après. On verra un peu la réponse. En tout cas, merci beaucoup pour cette économie, pour cette thématique qui nous entoure, qui a vraiment tout un avenir. Et une opportunité d'emploi, bien sûr, et de formation. Donc, on n'hésite pas à venir vers nous, peu importe qui est parmi nous, pour vous renseigner davantage. Donc, de là, on reste. Bonsoir à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.